Nous en étions donc à la résistance de Madame Macquarie à la pression de sa famille pour se désolidariser de son mari, et donc décision qu'elle fait de relever le défi d'assumer la situation financière. Pendant cette période, donc, elle va aussi travailler à adoucir l'exil de son mari, et elle obtient, alors je ne sais pas exactement comment, mais au bout de 2 ans, à ce qu'il puisse se rapprocher de Paris. Et alors il y a eu un épisode un peu mystérieux avant, aussi un peu dramatique, c'est dans la situation financière d'Issey-Bexay, son mari, se promenant autour de la Chartreuse, a été kidnappé par des bandits. Enfin, la situation délabrement de la société, enfin donc les bandits, et il va falloir qu'elle fournisse une rançon pour pouvoir le libérer, donc pour obtenir. Bon, ça, on a peu de détails sur cette affaire-là, mais c'était assez, j'imaginais l'angoisse. Mais il y a un témoignage qui, quand elle apprend la situation de son mari et dans ce qu'elle fait, ben une amie se met à la plaindre, et elle se met, alors il y a une chose, cette tonicité de Madame Macquarie qui ne se laisse jamais décourager par rien, et qui secoue son ami en disant « Mais vous n'avez donc pas confiance en Dieu ?» Voilà. Et donc elle ne se laisse abattre par aucune situation, elle était pourtant quand même au fond du trou, elle a encore ça en plus à porter, mais non, voilà. Donc en effet, elle va résoudre l'affaire, bon, et non seulement résoudre l'affaire, mais obtenir que son mari puisse se rapprocher de Paris, et va être accueilli au château de Luzarches, près de Paris, dans cette région de la famille Avriot, par une ramification de la famille, et elle va pouvoir aller lui rendre visite. Donc c'est suffisamment proche de Paris pour qu'elle puisse aller lui rendre visite, et elle y va donc à cheval. Et lors de ces voyages, parce qu'elle veut soutenir son mari, enfin, le couple reste très uni dans cette épreuve, au retour de cette visite, elle fait une chute de cheval, et le cheval s'est emballé, son pied est pris dans l'étrier, et elle est traînée sur le chemin pour, je ne sais pas, plus de 100 mètres, 200 mètres. Elle se retrouve en pleine campagne. Elle a, après une triple fracture du fémur, une souffrance stérile. Les domestiques vont chercher du secours, des paysans la prennent sur un drap, elle va être transportée en une charrette jusqu'à Paris avec une souffrance terrible. Et là, elle va être opérée par un chirurgien pour remettre droit les os, enfin, aussi bien qu'il pouvait le faire à cette époque. Là aussi, bien imaginément, le chirurgien est étonné de ce qu'elle ne crie pas. L'opération, bien sûr, sans anesthésie. Imaginez un peu la scène. C'est fait, elle va rester infirme à vie, donc l'opération est c'est du bricolage. Et dans les mois qui suivent, elle va, ça tient pas, elle va faire 2 nouvelles chutes, qui à chaque fois vont réouvrir la fracture. Enfin, et donc elle va vivre au niveau santé, une épreuve de santé extrêmement douloureuse. Et si elle fait ses nouvelles chutes, c'est qu'elle ne s'arrête pas non plus. Elle continue dès qu'elle peut, elle reprend ses affaires, et puis elle a une de ses chutes, c'était pour aller voir un de ses fils au collège, et c'est en descendant l'escalier du collège qu'elle se casse la figure. Et elle continue, donc donc elle est atteinte dans sa santé, elle est atteinte dans sa fortune, mais elle réussit à résoudre les questions, et donc en 1599, son mari est définitivement gracié par Henri IV, elle obtient cette grâce d'Henri IV, et ils peuvent réintégrer leur hôtel de la rue des Juifs.
faire revenir leurs 6 enfants, et la vie reprend. Peut-être que là, il était un peu moins riche qu'il ne l'était au départ, mais ils vont avoir une vie tout à fait brillante dans la vie de la société parisienne. Il retrouve sa place, mais c'est plus c'est une belle femme, c'est plus la belle Accarie, c'est une femme qui, comment dire, au marché des potences, hein, voilà, qui est infirme, hein, et qui est tellement infirme qu'elle ne peut plus non plus assumer ses devoirs conjugaux. Hein, donc, le couple n'a plus de relation conjugale. Mais en revanche, elle a acquis une notoriété absolument singulière. C'est plus en tant que belle femme, mais en tant que femme tout à fait surprenante, parce que tout le monde est étonné comment a-t-elle réussi à tirer d'un tel désastre et à retrouver son rang social avec son mari. Donc cela, on en parle à la cour. Marie de Médicis voudrait la rencontre, voudrait l'avoir pour confidente, elle va refuser. Bien sûr, Henri IV la connaît très bien maintenant, bien sûr il la connaissait comme épouse d'un des ligueurs, mais il a une grande admiration pour elle. Donc elle a une notoriété d'un autre ordre. Du point de vue spirituel, cette longue passion, parce que cette énergie qu'elle a déployée, son courage, ses qualités humaines, mais manifestement aussi une grâce de Dieu. Voilà, c'est une femme qui vit en Dieu. Au moment où tout se fait, elle reçoit une vision de la Vierge en 99, qui prépare un nouveau tournant. Alors, c'est mystérieux tout ça, je ne peux pas en dire davantage. Et ce que l'on constate, c'est à partir de cette année 1599 que ce qu'on va appeler le salon Accarie commence à exister. Et que le rayonnement ecclésial et spirituel de Madame Accarie commence. Et sa fécondité. Jusqu'à présent, elle s'est donnée entièrement pour les affaires familiales. Maintenant, son action va prendre une dimension beaucoup plus large. Son salon devient le point de rencontre de tout le Paris dévot. Donc le terme de dévot, c'est toutes les personnalités qui voulaient travailler à un renouveau de l'Église. Et ils sont de tous les ordres religieux, de tous les états religieux possibles et imaginables. Il y a des bénédictins, des chartreux, des capucins, des feuillants. Pour les chartreux, un qui va jouer un très grand rôle, c'est Richard de Beaucousin, le prieur de la Chartreuse de Paris, un homme assez exceptionnel, qui va avoir une fin difficile, parce que justement il avait accepté, c'est Marie qui l'avait demandé, alors son mari était très proche des chartreux, il avait été la chartreuse de Bourgfontaine, le privilège d'être accompagné par Richard de Beaucousin. Donc on a eu ces événements d'ici, il y a eu Benoît de Cantevel, mais très vite il y a eu Richard de Beaucousin. Et cela, ça contrevenait à la règle des chartreux. Chartreux n'ont pas le droit d'accompagner de femmes. Et Charles de Beaucousin va faire une exception pour Madame Accarie, qui va lui coûter cher à la fin de sa vie, parce qu'il va être condamné par l'ordre pour cela, envoyé en forme d'exil dans une chartreuse de province, et on lui refusera à sa mort la sépulture monastique normale. Enfin, c'est assez parce qu'il avait accompagné une femme contre les règles de l'ordre. Voilà. Enfin, ce Richard de Beaucousin, qui est une grande figure spirituelle, va jouer un rôle important dans l'itinéraire spirituel de Madame Accarie, et dans toujours la ligne de cette mystique rhéno-flamande. De Benoît de Cantevel. Mais elle connaît aussi des feuillants, c'est cette réforme franciscaine extrêmement radicale, extrêmement dure. Des bénédictins, des capucins, des théologiens en Sorbonne, donc André Duval, qui est sans doute le plus grand théologien de la Sorbonne, le plus grand représentant de la Sorbonne à l'époque, bien évidemment Pierre de Bérulle, François de Sales. Voilà. Il y a d'autres plus tard, semble-t-il, mais c'est plus difficile, Saint-Vincent de Paul. Et puis, il y a donc toute
la haute noblesse qui veut travailler à cette réforme de l'Église également, et donc beaucoup de laïcs qui fréquentent ce salon. André Duval écrira à ce sujet de son temps, dans cette période, disons, qui va aller de 1599 à son entrée au Carmel en 1614, de son temps, il ne se faisait rien de notable pour la gloire de Dieu qu'on ne lui en parlât ou qu'on en prît son avis. Elle est vraiment le carrefour un peu de tous les projets mais non seulement elle en est carrefour, mais elle en accompagne énormément, comme nous allons le voir, et elle est souvent sollicitée pour aller aider à la réforme de tel ou tel monastère. Alors il y a donc des femmes du monde, des magistrats. Alors le milieu, et ça va peut-être insister, ça c'est un point important du point de vue sociologique, hein, le milieu dominant à l'époque dans ce truc, c'est la noblesse de robe. Et on a ce phénomène-là pour le parti des Vaux, avec Madame Macquarie au centre, mais on a aussi la même chose avec Port-Royal, la famille Arnaud d'Andilly, c'est le même milieu qui travaille à la réforme spirituelle de l'Église dans deux mondes différents. Port-Royal par rapport à la réforme des ordres anciens, en commençant par le Cîteaux, bien sûr, et puis, alors que Madame Macquarie va être davantage tournée vers les ordres nouveaux, donc avec l'arrivée des Carmélites, la fondation de l'Oratoire, la fondation des Ursulines, donc les nouvelles formes de vie religieuse. Même si elle s'est occupée aussi de réformes de monachisme ancien. C'est un lieu donc où l'on parle de spiritualité, de ces projets de réforme. On fait aussi la lecture d'ouvrages spirituels. Au niveau des noms, c'est Benoît de Cantefeld, Pacifique de Soucy pour les Capucins, Archange Pembroke. Le souci étant donc le renouveau du clergé, la formation du clergé, l'éducation. On a vu comme Macquarie était soucieuse de l'éducation. Elle va travailler, elle va convaincre Madame de Sainte-Beuve. On dit que les Ursulines ont été fondées par Madame de Sainte-Beuve, c'est faux en fait. C'est à l'initiative de Madame Macquarie que Madame de Sainte-Beuve accepte de fonder les Ursulines. Et c'est concrètement Madame Macquarie qui va accompagner la création de la nouvelle communauté et dans même à la fondation de la communauté d'Ursulines. À Pontoise, c'est elle qui travaillera à la fondation d'une communauté d'Ursulines. Elle va bien sûr encourager son cousin Bérulle. Elle a un lien très très fort avec Bérulle. Alors, je vous parlais évidemment de l'amitié de Madame Macquarie avec Bérulle. Ils se voient beaucoup. Et c'est à cette époque donc que va apparaître un événement donc, inattendu pour elle. Donc, depuis 20 ans, M. de Brétigny, Jean de Quintadoine, travaillait déjà à vouloir faire venir en France les carmélites espagnols. C'est un homme d'origine espagnole, qui connaît bien le Carmel fondé par Thérèse, et qui est convaincu qu'il faut le faire venir en France. Mais il échoue, toutes ses tentatives échouent, et en raison de la résistance, en particulier des carmes espagnols, et les mauvaises relations entre la France et l'Espagne. Jusqu'au jour où l'idée géniale lui vient, puisqu'il n'y arrive pas, de traduire en français les œuvres de Thérèse. Et de faire paraître, donc en 1601, en très peu de temps, ils vont paraître à quelques mois de distance, successivement le livre de la vie, le chemin de perfection et le livre des demeures. Donc les trois grands ouvrages de Thérèse. Toute la société spirituelle de Paris s'empare de la chose, et c'est un succès retentissant. On lit au Salon Macquarie les écrits de Thérèse, donc c'est là Macquarie découvre à cette occasion la figure de Thérèse. Alors on lisait, je dis aussi une chose, c'est qu'elle faisait lire, elle ne lisait pas directement, parce qu'elle était tellement
le sujet religieux la faisait très vite partir en extase. Donc, donc si elle avait lu toute seule, elle n'arriverait jamais au bout du livre. Voilà, donc elle disait que les lectures publiques, ça tempérait les choses. Mais elle n'est pas séduite par la lecture et l'admiration, cette femme, Thérèse. Mais elle trouve le livre de la vie, qu'il y a vraiment trop de... Pourtant, on en a des extases, mais trop d'insistance, alors qu'elle cherche au maximum à les cacher, à ne pas en parler. C'est quelque chose qu'elle vraiment qu'elle réprime au maximum. Un détail qui me touche profondément, donc elle avait, depuis qu'elle avait, été éduquée à la méditation du rosaire, du chapelet dans son enfance, à l'abbaye de Longchamp, elle tenait à dire le chapelet chaque jour, en méditant Mais en raison de sa vie mystique, elle n'y arrivait pas parce qu'elle était prise d'extase. Et avec André Levoix, avec sa enseignante, elle s'obligeait à le tenir pour arriver jusqu'au bout du chapelet. La récitation du chapelet était plus importante que ses extases. Je trouve ça c'est assez, significatif de sa spiritualité. Donc ici, la lecture est publique, et elle trouve, donc ça lui déplaît, elle est pour une mystique, je dirais, très dépouillée, enfin voilà, du non-savoir, une mystique de la non-vision. Elle a été éduquée par cela à travers ses lettres spirituelles de Note Kampfeld et Richard de Beaucousin en particulier. Et donc elle n'accroche pas à cette spiritualité, tout en reconnaissant, en admirant la figure de Thérèse, qui apparaît comme une femme exceptionnelle. Mais Thérèse la rattrape en lui apparaissant. Elle a une vision de Thérèse qui lui demande de travailler à l'implantation du Carmel en France. Donc, Madame Macquarry en parle à Richard de Beaucousin, qui convoque un certain nombre de théologiens, de spirituels, enfin, du milieu du salon Macquarry, et il y a une sorte de consistoire pour aviser de ce qu'il fallait faire, et ces hommes, ces spirituels, conclut que, vu la situation des relations avec l'Espagne, c'était complètement impensable et qu'il fallait que Mme Macquarry oublie ce projet qui n'était pas censé et qu'elle pense à autre chose. Ce qu'elle fait en toute obéissance. Elle ne s'occupe plus de cela. Et 6 mois plus tard, il y a une deuxième apparition de Thérèse qui ne tardait plus. Cela se fera sûrement. Donc elle reparle à Richard de Beaucousin, elle le convoque à nouveau, donc les mêmes principes, elle est là, elle est présente à la rencontre, elle témoigne de ce qu'elle a vu, et il décide donc de lui dire, de lui donner carte blanche pour mettre les choses en œuvre. Alors, Thérèse, donc, bien sûr, Thérèse a choisi quelqu'un, donc qui était une grande mystique, mais qui est aussi très bien placé dans le réseau ecclésial et social de Paris. Donc, elle n'a pas de mal à rencontrer Madame de Longueville, la duchesse de Longueville d'Orléans, et Madame d'Estouville, de grande dame de France, qu'elle convainc, qu'elle arrive à convaincre du projet, et qui vont devenir les défenseurs auprès du roi de ce projet. On fait valoir qu'il s'agit seulement de pauvres religieuses qui seront en plus à se cloîtrer, que personne ne verra, qui passeront inaperçues. Ça ne dérange personne. Voilà, ça ne dérange personne. Bon. Et face à la douce pression de ces grandes dames, Henri IV accepte les démarches sont faites par saint François de Sales lui-même à Rome pour obtenir l'autorisation du pape, du pape. Et les lettres patentes donc, sont signées à Saint-Maur-des-Fossés le 18 juillet 1602. Donc, en quelques 6 ou 9 mois, enfin je dirais les choses. Alors ça a tellement surpris, tout le monde trouvait ça impossible, et toutes les portes s'ouvrent, je dirais, par aussi bien du côté du roi que du côté du pape, qui donc fulmine sa bulle le 13 novembre 1603. Donc là, il y a tous
tous les éléments qui sont, on dirait, entre-temps, en attendant le bref du pape, le but du pape, il y a eu une mission à laquelle a participé le couple Acari et comment dire, et Pierre de Bérulle, pour emmener, alors c'est, je ne me rappelle plus le nom de la personne là, qui c'était une famille protestante convertie, de la noblesse convertie au catholicisme, et il s'agissait de soutenir un couvent de feuillants dans l'est de la France, je ne sais plus si c'est à Verdun, quelque chose comme ça. Donc une réforme très, très radicale, et d'amener donc cette une femme convertie du protestantisme dans ce nouveau couvent pour soutenir ce couvent réformé qui était contesté par les non réformés. Et donc ils font tout un voyage pour conduire cette convertie là-bas et soutenir la réforme de ce couvent. Et au retour de ce voyage, il s'arrête à Saint-Nicolas-du-Port pour vénérer les reliques de Saint-Nicolas. Et Madame Acari a de nouveau là une manifestation de Thérèse qui comment dire, lui dit de devenir carmélite, mais de le devenir comme sœur converse. Donc, alors, imaginez donc cette grande dame, hein, voilà, étant comme sœur converse. Alors quand elle reçoit cela, pourtant c'est une femme dans l'humilité d'eux, ça la touche au vif, surtout que si combien elle désirait être un jour religieuse, mais elle espérait pouvoir chanter au chœur, voilà, et d'être sœur converse. Bon, elle va consentir intérieurement à ce qui lui est demandé, ne sachant pas comment ça se réalisera, puisqu'elle est mariée. Mais ça, le jour où elle entrera donc, au Carmel, elle exigera d'avoir ce statut de sœur converse et elle y tiendra jusqu'au bout, malgré les pressions qui seront faites sur elle pour y renoncer. Donc c'est la troisième expérience de Thérèse qui est d'un autre ordre, puisqu'il s'agit de définir son statut au sein du Carmel. Un statut d'humilité. C'est un aspect de la personnalité de Thérèse, Acari, c'est l'humilité. Et ce qui marque le plus dans sa spiritualité, c'est cette humilité. Alors qui est sans doute favorisée par, je dirais, la dépréciation qu'elle a eue dans son enfance par la famille. Il y a une sorte de... Il y a chez elle une dépréciation de soi qui est assez considérable et qu'elle vit comme un chemin qu'elle convertit en humilité chrétienne. Voilà. À cette époque aussi, donc elle va se lier très fortement donc, à Michel de Marillac. Alors, je vais dire un mot de Michel de Marillac parce que pour faire percevoir un peu l'importance de cette personnalité, qui va être un très grand confident de Madame Acari. Il va venir très très souvent la voir et un soutien aussi bien politique que financier de ses œuvres. Donc c'est lui aussi un homme de la grande famille de la noblesse de Rome, qui est reçu à l'âge de 23 ans comme conseiller au Parlement. C'est aussi donc un catholique fervent qui va participer à la Ligue. Mais comme je vous l'ai déjà dit, donc il va du côté modéré de la Ligue et va travailler à l'installation d'Henri IV. Quand Henri IV donc, accède au pouvoir, bien évidemment, il va récompenser, je dirais, Michel Marillac a joué un rôle essentiel, je dirais, dans l'accès au trône pacifique, je dirais, d'Henri IV. Donc il va le récompenser, il va avoir une ascension sociale tout à fait spectaculaire. Il va être, pour une bonne vingtaine d'années, même plus, près de 30 ans, un des grands personnages du royaume. Il va être conseiller d'État du roi, il va être surintendant des finances, garde des sceaux. Donc il est au premier... Voilà, et au cœur du pouvoir politique. Et il y a un lien étroit, alors je fais un peu le parallèle, entre le lien
spirituelle entre Michel de Marillac et Madame Macquarry. Michel de Marillac qui va être le fidèle des fidèles jusqu'au bout. Il y a un très beau tableau à Pontoise qui représente un des derniers parloirs de la Bienheureuse avec Michel de Marillac, au cours duquel elle aura une dernière vision de la Vierge en présence de Michel de Marillac. Donc un lien extrêmement fort entre deux, et qui voit l'évolution, je souligne ça parce que, tout en restant bien sûr fidèle à son mari et attachée à son mari, mais elle a basculé de la vision un peu extrême, je dirais, de son mari, à la vision modérée de Michel de Marillac, dont elle devient, je pense, la conseillère spirituelle. Et je pense que si elle a eu une influence politique, c'est à travers Michel de Marillac, qui venait la trouver dans les conseils, qui va énormément travailler, Michel de Marillac, à lever des obstacles, en particulier à l'implantation des ordres nouveaux, et qui va favoriser la création de l'oratoire, évidemment pour les carmélites, mais aussi les ursulines, et voilà, d'autres créations nouvelles. Donc il va jouer un rôle, il va utiliser de son influence politique pour favoriser le développement des réformes religieuses, avec un lien donc, très fort vis-à-vis de Madame Macquarry. On a une correspondance entre eux, non pas du tout? Je ne saurais pas répondre. De la Bienheureuse, on a quasiment, il reste à peine une dizaine de lettres. Je ne sais pas. Et c'est vrai qu'il y a peu je ne connais pas suffisamment. Et donc, il est décidé, avec tous ses appuis, donc alors, Madame Jourdain, fait partie, il n'y a pas que des gens d'aristocratie dans le salon à Carry, une femme qui va être très engagée également dans ce projet et qui va participer à l'expédition d'Espagne. On se demande encore, elle est morte, mais comment va-t-on réaliser cette fondation et donc c'est Madame Jourdain qui convainc Madame Macquarry qu'il faut absolument que ce soit des religieux, des carmélites espagnols qui viennent en France. On aurait pu imaginer faire prendre des constitutions, la règle, créer tout de go des choses en France. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de l'expédition d'Espagne, vous la connaissez, un côté un peu rocambolesque de cette expédition. Ce que j'ai souligné, c'est ce qui va être le germe des problèmes futurs. Donc, il s'agit de faire venir des carmélites en France sans les carmes. C'est le bref qu'a obtenu Bérulle, qui a une influence considérable, Bérulle, dans l'Église, du pape Clément, lui donne la juridiction sur la future fondation. Juridiction qu'il partage avec deux autres prélats, Gallement et Duval. Donc ce bref stipule clairement que la juridiction est confiée à des non-carmes. Ce que Bérulle donc arrive en Espagne avec les lettres de patente du roi de France pour accréditer la demande, mais aussi il y a un bref pontifical qui autorise la chose. On lui demande de montrer ce bref. Et il va naviguer, ruser, pour dire qu'il ne l'avait pas, alors qu'il l'a dans sa poche, et pour ne pas le montrer. Et il assure aux carmélites que oui, les carmes ne peuvent pas venir pour le moment, mais que le jour où ils seront là, ils seront sous la juridiction des carmes. Ça commençait bien. Et donc donc l'expédition a lieu, on sait comment les carmes, revenant sur leur décision, tentent de rattraper le convoi et de le faire revenir en arrière, et puis ils arrivent à franchir la frontière juste avant que les carmes espagnols ne les rattrapent. Donc ils arrivent à Paris, à Paris, ils s'arrêtent par Saint-Denis d'abord. Les carmes des chauds Dans les carmes chauds. Des chauds, oui, bien sûr, des chauds, excusez-moi, bien sûr, des chauds. Donc ils s'arrêtent d'abord à Saint-Denis, où les Espagnols sont admiratifs devant les trésors de Saint-Denis, et puis on organise depuis Saint-Denis
peu une entrée triomphale à Paris. L'arrivée discrète, c'est un petit peu raté, parce que c'est un fait, sur toute la cour est là, enfin c'est un spectacle grandiose. Et donc si je reprends donc les mères Anne de Jésus, mère Anne de Saint-Barthélemy, parce que bien évidemment, ils ont milité pour avoir des sœurs qui avaient connu directement Thérèse, et parmi les plus prestigieuses. Isabelle de Saint-Paul, Isabelle des Anges, Éléonore de Saint-Bernard, Isabelle de la Conception, donc arrivent le 17 octobre 1604 dans le couvent qui a été préparé pour elle. Alors, ce qui m'oblige à un petit retour en arrière, Madame Macquarry n'a pas fait partie de l'expédition, mais pendant ce temps-là, toutes ces années-là, elle a créé ce qu'on appelle la congrégation Sainte-Geneviève, donc une sorte de noviciat pour le Carmel, qui a commencé chez elle dans son propre salon, puis son mari a trouvé que c'était un peu encombrant quand même d'avoir dans son hôtel un noviciat, donc elle a créé une maison sur la montagne Sainte-Geneviève, où déjà donc, les femmes qu'elle avait discernées, parce qu'elle a fait tout un travail de discernement, toutes les candidates étaient discernées, étaient préparées à la vie de carmélite. Donc, elle était la maîtresse des novices, elle était de ces femmes, dont parmi lesquelles il y avait donc aussi bien la grande noblesse que son servante André Levoix, ou Madame Jourdain. Ensuite, elle travaille là, et dans le même temps, elle travaille au chantier du grand couvent, qu'elle suit avec ses potences. Elle suit elle va suivre le chantier. Elle obtient les financements. Alors là aussi, son mari se montre extrêmement généreux. Michel de Marillac va financer aussi les travaux. Donc elle consacre toute son énergie à cela. Et là, la situation dans le couple a changé. C'est vraiment, on a d'un côté Monsieur Macquarry qui a échoué dans sa vie politique, qui a vécu des épreuves comme assez terribles aussi, qui se retrouve dans son salon, certes, mais avec sa femme qui tient le bout du pavé, et qui, elle, a tenu en main aussi bien les affaires financières que les affaires spirituelles, et qui est admirée de tout le monde. Ce qui fait que M. Macquarry va évoluer vers une certaine amertume, et va être assez difficile à vivre vis-à-vis de sa femme. Là, on voit comment elle va s'adapter à la situation avec aussi une charité considérable, vivant l'obéissance à son mari de manière assez héroïque, parce qu'il avait des coups d'humeur, à un certain moment, il l'a laissé partir pour justement s'occuper du chantier, par exemple, et puis il faisait descendre un domestique pour la rappeler quand elle était déjà montée dans le carrosse avec ses béquilles, en lui disant maintenant qu'elle avait changé d'avis, qu'elle remonte à la maison, et sans rien dire, elle redescendait et puis elle repartait. C'était... elle a vécu cela aussi, tout ce qu'elle a fait à travers les changements d'humeur de son mari, qui n'était pas... et qui, étant bien conscient de son injustice, et puis continuant à l'admirer, a dit une fois qu'il était là pour sanctifier sa femme. Le renversement du couple. Il n'avait pas compris que c'était mutuel. Mais dont elle va prendre soin jusqu'au bout, et c'est ce qui est étonnant vis-à-vis de toutes ces responsabilités qui me paraît très importantes. Je dirais c'est pour la gloire de Dieu. On a un témoignage, par exemple, quand elle allait au Carmel Pontoise, par exemple, pour conseiller, ou quand le Carmel Pontoise a été fondé, elle avait prévu, pour que son mari ne s'ennuie pas, il l'accompagnait, et quelqu'un qui lui tenait compagnie, puis la personne qui était là est partie, elle apprend que son mari est seul, elle arrête le parloir avec la carmélite tout beau, et puis elle repart vers son mari pour s'occuper de lui. C'est vraiment la priorité, quelles que soient les affaires aussi importantes qu'elle puisse, qu'il puisse y avoir. Donc, quand les carmélites espagnols arrivent, elles trouvent un couvent construit, entièrement réalisé,
C'est du Pontoise. Non, de Paris, du Paris. Grand Couvent de Paris, donc qui a été là aussi avec une négociation grâce au roi de France, qui a négocié le départ. C'était un prieuré bénédictin, il est resté, qui était en décadence, qui est resté quelques moines. Enfin, il a fallu les pousser un peu dehors pour qu'ils aient la place. Et puis après, il a fallu, ils ont construit. Alors comment ça s'est fait, là, les choses, je ne sais pas. En tout cas, ça a été conçu comme dans l'esprit jacobin français, comme le grand couvent, avec 40 cellules. Donc un grand monastère, 40 cellules. Et là, je pense que l'esprit de Bérulle avait déjà un peu anticipé, vous voyez de quelle manière il allait gérer la chose. C'était vraiment conçu comme la pépinière qui allait servir de base de fondation pour toutes les autres Carmels de France. Et en particulier le lieu de formation des prieurs. Et alors quand les carmélites espagnols arrivent, elles sont quand même surprises, étonnées, scandalisées par ce monastère immense. C'est Pascal Boulay-Thérèse. Première déception. Et bon, quand Macquarie voit ça, et elles apprennent très vite après la réalité du bref, que la juridiction donnée par le pape est pour Bérulle. Alors là, c'est En tant qu'Espagnols, elles se sentent à peine trahies. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans leur fierté. C'est ça. Et donc, ce qui va expliquer, avec Anne de Jésus, ça va très mal se passer, qu'elle va, au bout de 2 ans, elle va rejoindre, partir dans les Flandres. Anne de Saint-Barthélemy va tenir le coup et va persévérer très longtemps. On sait au prix de quelles humiliations et de quelles souffrances. Donc là, et Madame Macquarie est bien consciente de la chose, elle voit la chose, donc la joie qu'elle a pu éprouver à cette réalisation est mitigée, parce qu'elle perçoit que ça ne va pas être si simple. Mais elle poursuit le projet, et il y a une situation qui est quand même assez étonnante. Donc, ces sœurs espagnoles ne parlent pas le français, sauf une, qui sait un peu le français. Les Françaises ne parlent pas espagnol. Donc, c'est une communauté où la communication des idiomes ne va pas de soi. Et la formation que peuvent donner les sœurs espagnoles est au fort externe. Voilà, elles apprennent une discipline, une manière de vivre, une manière de mener la vie de carmélite. Mais la formation spirituelle est assurée par Madame Macquarie, qui a le droit d'entrer en clôture, accompagnée des duchesses, les personnes de rang royal avaient le droit d'entrer en clôture, donc accompagnée de la duchesse de Longueville ou de la duchesse d'Étoudeville, entrer en clôture pour assurer la formation spirituelle des carmélites françaises. Donc elle continue son rôle de formation au sein même de la clôture. Ce qui, bien évidemment, n'est pas ne plaît pas beaucoup à Mère Anne de Jésus de voir des laïcs entrer un peu à tout bout de champ, dans la clôture du Carmel. Donc c'est pas sans tension, ce n'est pas sans difficulté. Alors, je note une Anne de Jésus quand même qui s'étonne. Je dis mais comment en si peu de temps vous avez réussi à lever les obstacles politiques, enfin, à former des moniales, à construire un monastère. Donc, qu'est-ce qui vous a permis de réaliser cela dans un record en 2 ans? Non, elle a répondu ma mère, comment dire, je n'ai en cette affaire. Attendez, la formule c'est. Je n'ai de part en cette affaire que les manquements qui s'y trouvent, ou quelque chose comme ça, voilà, que les défauts qui s'y trouvent. Je n'ai réalisé, moi, que ce qui est mal fait. Voilà. Tout le reste, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre. Ce qui est de défectueux, relève de moi. Voilà, c'est cette attitude de décentrement d'elle-même, de conscience que ce n'est pas elle qui agit, que ça lui est donné, que
ça lui est donné, que c'est pas son œuvre, qu'elle s'est laissée conduire et qu'elle n'a fait que se laisser conduire. Oui. Est-ce que Madame Macquarry a partagé à Mère Anne de Jésus ou à Anne de Saint-Barthélemy les visions qu'elle a eues de la Madre? Oh, j'imagine, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ça n'était pas... oui, c'était public d'une certaine manière, puisque c'était à l'origine du projet, donc on ne pouvait pas ne pas le savoir, ça c'est bien évidemment, ça, je pense que c'est pas de ces... Alors bien sûr, c'était les visions de la Vierge, jusqu'à il y a que ses confesseurs qui le savaient, que ça restait... beaucoup des visions de la Bienheureuse n'ont été connues qu'après sa mort, par les témoignages au procès de ses confesseurs. Mais celle-là, elle était nécessairement publique, puisque c'était à l'origine du projet lui-même. Donc ça, je pense que oui, vous devez connaître. Voilà pour... je vais l'heure quand même. Il reste 5 minutes. On va essayer de conclure pour ce matin. Alors, là, bien évidemment, Madame Macquarry n'a pas agi toute seule. J'ai déjà dit le rôle de la duchesse de Longueville, la duchesse d'Estouteville, mais Michel de Marillac, Pierre de Bérulle. Plus qu'une anecdote pour Pierre de Bérulle, donc la première équipée a échoué. Et face à la résistance qui leur est opposée en Espagne, Madame Macquarry demande à son cousin, Pierre de Bérulle, d'aller rejoindre essayer de régler lui-même l'affaire. Donc c'est dans un deuxième temps que Bérulle, et Bérulle, de manière très curieuse, hésite. Parce que ça l'obligeait à quitter un rôle important auprès du roi et tout ça. Est-ce que vraiment, il a un doute, il fait dire des messes, il fait prier à Sainte Vierge, il y a toute une longue hésitation. Et il a, je ne sais pas si je vais retrouver la citation qui est très belle, oui c'est ça, il a une vision de la Vierge lui aussi, enfin une révélation, où il entend ceci, pendant qu'il célébrait la messe, la Sainte Vierge lui apparut et lui fit entendre que s'il voulait se résoudre à ce voyage pour l'amour d'elle, il lui ferait un service très agréable. Elle ajouta même ces paroles, « Je ne vous y oblige pas, mais vous ne laisserez pas de m'appartenir, quand même vous ne le feriez point. » C'est très étonnant, elle lui dit, voilà, vous me feriez plaisir en y allant, mais je ne vous l'impose pas. Délicatesse de la Sainte Vierge, enfin, cette phrase convainc Bérulle qu'il faut y aller, et c'est ça qui le décide. Donc le rôle de Bérulle, bien sûr, décisif par son sens, son autorité, son sens de la diplomatie, comme on l'a vu. Donc François de Sales qui s'est occupé des relations avec le pape, Madame Jourdain qui est à l'initiative de l'idée de faire venir des carmélites espagnols, qui aussi par ses relations avec le nonce, on va avoir une influence sur le nonce en Espagne, qui va aussi jouer son rôle, Monsieur de Brétigny dont j'ai déjà parlé, voilà, bien d'autres. Dans l'équipe, il y a aussi René Gauthier, un grand avocat au conseil du roi, Madame de Pucheux, Rose Légu, enfin... Gauthier, il va pas traduire aussi Saint-Jean-de-Croix. C'est ça, voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc c'est une affaire bien évidemment collective, mais dont l'âme, si l'on peut dire, la dynamique de groupe, c'est ça, et Madame Macquarry choisissent manifestement de manière spéciale par Thérèse pour cela, sachant que voilà, elle n'a pas eu l'initiative, que même pour son entrée au Carmel, eh bien, elle n'a pas choisi le Carmel, si on l'avait laissé faire, elle se rentrait chez les Clarisses. Voilà, le premier point, c'est ma troisième partie, ça sera peut-être qui verra. D'ailleurs, je vous donnerai prendrai les textes que j'ai préparés. Donc, il y a d'abord des citations de la Bienheureuse pour son climat spirituel, comme c'est imprégné de sa spiritualité. Et les deux dernières pages sont des témoignages d'André Duval sur son sens radical de l'obéissance. Et peut-être qu'un thème de réflexion dans cet après-midi, c'est si on parle de la place de liberté, obéissance, par rapport aux politiques, eh bien, voilà,
comment le témoignage de Mme Macquarie peut nous éclairer de ce point de vue-là. Voilà. Merci. Eh bien, merci.